Comportement inexpliqué, stress, repli, et si les troubles émotionnels perturbaient la vie de votre animal. CAI Astrimatran, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de troubles émotionnels. Alors en fait, il faut vraiment prendre en considération que les émotions, hein, comme chez les humains normalement, en fait ce sont des amis. Le but en fait est de nous pousser à l'action, si on peut dire ainsi, de trouver des réajustements afin de tendre vers un meilleur équilibre. C'est un peu comme des boussoles en fait, hein. Et chez les animaux, lorsqu'il y a des troubles émotionnels, eh bien, l'idée, c'est qu'il peut y avoir tout plein de conséquences en fait possibles, hein, en fonction du vécu, de la sensibilité de chacun, bien entendu, et de l'environnement aussi, hein, dans lequel se situe l'animal. Le but de ce podcast, c'est de vous donner un petit peu des indices, des idées. euh, Quelques exemples en fait pour synthétiser un petit peu sur, vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, hein, si je peux dire, sur ah oui, là en effet, eh bien, il s'avère qu'il y a vraiment un trouble émotionnel ou des troubles émotionnels. Bien souvent, il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs, hein, bien entendu. C'est comme chez les humains, vous savez, hein, quand on ouvre un dossier, il y en a plusieurs qui sortent, et qu'en fait, on peut vous aider. Une aide est possible vraiment en termes d'accompagnement. Alors qu'il s'agisse donc bien entendu, le vétérinaire, hein, reste bien entendu le rendez-vous principal, ne pas oublier, pour être bien sûr qu'un changement subit de comportement ne soit pas lié à un problème vétérinaire, c'est très très important. Mais au-delà de tout ce que le vétérinaire peut vous proposer, sur tout ce qui est psycho-émotionnel, eh bien, on peut vraiment venir soulager l'animal pour qu'il soit plus serein et pour l'accompagner en fait pour revenir vers cet équilibre ou tendre vers cet équilibre. Parce que parfois, on verra, les situations peuvent être tellement lourdes et tellement complexes qu'il faut vraiment un accompagnement sur le long terme où on y va pas à pas. Voilà, chacun a des parcours, des profils différents et en fonction des situations, et bien entendu, l'accompagnement est toujours sur mesure et voilà, il n'y a pas une solution, mais il y a bien entendu des solutions. Alors, parmi en fait les exemples qui me sont venus en fait, alors quand ça déborde, quelles peuvent être les conséquences? Eh bien, le cas d'un chien, par exemple, dire mon chien, je l'amène depuis longtemps en cours d'éducation canine, chez chiot, par rapport à tous ceux que j'ai eu avant, bah dis donc, il met beaucoup plus de temps à apprendre, tout est plus compliqué, etc. Eh ben oui, en fait, pourquoi? Alors, hors cause vétérinaire et hors troubles neurologiques avérés ou des choses comme ça, eh bien un chien un animal donc dont l'esprit va être saturé intérieurement par des expériences de vie, hein, notamment, qu'il aura vécues comme étant difficiles, ou parfois par des croyances, puisque bien entendu, un chiot, hein, quand il grandit, quand il est au sein de la portée avec ses frères et sœurs et qu'il se passe des choses, eh ben, il n'a pas vraiment les ressources neurologiques, hein, comme on sait, un enfant n'est pas développé du point de vue neuronal avant l'âge de 12 ans, ben, les chiots c'est pareil, ça met un certain temps. Donc il capte en fonction de ce qu'il peut capter, en fonction de ses capacités à cet instant-là, et du coup il a des croyances. Donc forcément, déjà, en fait, bah, c'est comme s'il avait des lunettes de soleil hein, qui n'étaient pas très propres ou des lunettes de vue. Et il voit tout ce monde avec son prisme-là, avec parfois des choses qui tournent en boucle, hein. Notamment quand on a des animaux qui ont été maltraités, qui ont été abandonnés, qui ont vécu des expériences très très difficiles. Donc il y a ce feedback-là en permanence qui peut tourner comme un mauvais film et qui vient vraiment altérer en fait la vision et l'interprétation, si je puis dire, qu'il a du monde. C'est comme s'il avait des lunettes avec teintées et il voit les choses en fonction de tout son passé. Et donc de cette manière, eh ben, vu qu'il peut être saturé émotionnellement, donc le cerveau limbique est saturé, cette zone du cerveau hein, qui fait appel aux émotions, mais il va pas être disposé cognitivement euh, pour pouvoir apprendre des choses. Voilà, donc l'intérêt de travailler sur les troubles émotionnels, sur les difficultés donc intérieures, bah, du coup on va avoir un animal qui va être plus à l'écoute de son propriétaire, qui va être plus joyeux, qui va avoir envie d'avoir plus d'interaction avec les congénères, d'apprendre et forcément, il sera plus disposé. On le sait, on le voit bien par rapport à des enfants qui sont parfois en famille d'accueil parce que malheureusement, ils ont eu des débuts de vie très compliqués. Bah, à l'école, parfois, ça peut être difficile pour eux parce que être concentré, etc., alors que intérieurement, ils sont traversés par tout plein de choses liées à leur vécu, c'est pas évident d'être bon à l'école et tout en étant dans cette intériorité-là liée à ces expériences. Alors, il peut y avoir parfois des profils très complexes, hein, comme les chiens qui sont en hyper-vigilance, hein, c'est en lien avec ce besoin de sécurité. Alors, qui sont toujours en train, en plus, hein, donc liés à certaines races, notamment par exemple les Malinois, on peut avoir des Border Collie, des bergers australiens, qui ont un influx nerveux qui est déjà très intense. Et ce sont des chiens, voilà, qui vont être dans, notamment quand on est en plus sur une idée de travail, il faut que je protège, il faut que je défende, etc. Et ils sont tout le temps occupés, ils bossent en permanence, ils bossent tellement que parfois certains n'endorment pas la nuit, voilà, tellement. Et donc forcément, ils ont beaucoup d'informations à traiter, donc extérieurement, il y a beaucoup de stimuli, puisque
ils sont souvent dans cette hyper vigilance, hyper sensibilité, ils perçoivent tout, ils voient tout, donc aussi bien bah, parfois les états d'âme de leurs propriétaires que l'aller et venue des animaux sauvages qui sont dehors, que le chien du voisin, enfin ils perçoivent tout, ils entendent tout. Du coup, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Donc déjà, et si en plus intérieurement, ils ont donc lié à cette hypervigilance le besoin de sécurité qui est pas bien validé, et ben du coup, donc intérieurement, ils sont pris par plein de choses. Extérieurement, il y a beaucoup de stimuli, et tout ça, en fait, bah, à un moment donné, ils arrivent plus à traiter, quoi. Ils arrivent tellement plus à traiter, donc, comme on disait, donc, parfois, ce sont des chiens qui ne dorment pas, donc le sommeil a vraiment un rôle capital, comme chez les humains, hein. C'est vraiment ce moment où le corps va se régénérer, mais c'est bien entendu le moment aussi où le cerveau va faire du tri dans les informations. Voilà. Donc, un animal qui bosse tout le temps, qui dort pas bien, qui récupère pas. Donc, il y a un moment donné où ça va déborder et là, il va avoir des réactions parfois inexpliquées, des réactions qui vont paraître disproportionnées par rapport à ce qui se passe. Et donc là, voilà, il y a en effet certainement aussi des troubles émotionnels sur lesquels on peut travailler pour déjà même si ce chien restera dans l'hypervigilance ou en sortira, enfin voilà, c'est son mode de fonctionnement, mais l'idée c'est que ça soit un peu plus, d'aller traiter tout ce qu'il y a en feedback en intérieur, on va dire, pour que ça soit un peu plus apaisé, pour que, eh bien, petit à petit, du coup, eh bien, il commence à lâcher sur certains points et puis être un peu moins réactif, un peu moins vif par rapport à des stimuli extérieurs, qu'il s'agit de congénères, qu'il s'agit de bruit, qu'il s'agit d'humains, enfin, etc., etc., etc. Et donc, c'est la technique des petits pas. Voilà, au niveau de l'apprentissage, hein, donc c'est une pente qui va dans ce sens-là, mais qui est fait par du catastrophique, puis une fois c'est bien, puis une fois c'est moins bien, et petit à petit, avec un accompagnement, notamment en éducation comportementaliste, enfin, canin, du coup, il y a des exercices, des sorties, des balades collectives. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est toute cette expérience globale, avec un accompagnement en communication animale intuitive, avec des traitements vétérinaires s'il faut, fleurs de bac, naturopathie. Donc voilà, il y a vraiment des possibles solutions, mais ça prend du temps. C'est vraiment évident. Alors après, on peut avoir donc, bien entendu, le stress, hein, les études scientifiques le disent pour les humains, en état de panique, on perd vraiment une grande, de nombreuses capacités cognitives, hein, jusqu'à 80%, c'est pour vous dire. Le truc de je suis en état de choc, je sais plus quoi faire, je suis comme paralysé, eux aussi, c'est pareil, hein. Donc des chiens qui vont être, voilà, qui ont subi des traumatismes particuliers et qui vont, par exemple, un chien qui a été agressé par un congénère et qui se met à devenir hyper réactif, là, il adopte un réflexe corporel, hein, clairement, dès que j'en vois un, voilà, j'ai tellement peur que je fais ce réflexe-là. Et puis, je l'appelle, il revient pas, je le reconnais plus, c'est plus le même. Et ouais, en fait, il switch complet, il sature tellement émotionnellement que là, il y a plus rien qui existe, quoi. C'est vraiment tout à fait le même principe. Donc, voilà, il peut être ailleurs. Et puis, on a aussi donc des états de perception qui vont être modifiés au niveau proprioception, par exemple. On peut avoir des animaux qui ont un schéma corporel qui est pas bon, parce que il y a un moment donné, comme dans les stades de développement de l'enfant, il peut y avoir un trauma ou autre, où le schéma, du coup, un chien qui pense qu'il est encore la taille et le poids d'un chiot, donc forcément, ça va avoir un impact sur sa représentation dans l'espace, notamment sur des chiens qui font de l'agility ou des choses comme ça. Du coup, ils vont être, ça va taper à côté, ça va pas être juste en fait. Et puis, quand on est sur des chiens notamment qui, par exemple, ont développé une certaine réactivité congénère, c'est sûr qu'ils vont être d'autant plus réactifs s'ils pensent qu'ils font la taille d'un chiot de 3 mois, alors qu'en réalité, c'est des grands garçons bien gaillards. Donc autant de choses qu'il faut aller voir. Euh, et puis, alors, il y a les perceptions faussées. Par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler sur une jument qui avait été terrorisée par rapport au cross. Elle avait peur, en fait, à différents éléments, de sauter les obstacles. Et en fait, au cross, ça va très vite, hein. Il y a des changements de lumière, enfin, il y a la lumière, le changement voilà, en fonction des parcours, etc., etc. Et en fait, dans ce qui remontait en termes d'information, c'était sa difficulté à traiter les informations. Oui, parce qu'elle était très stressée. Et du coup, vu que ça allait en plus très vite, voilà, c'est un sport qui va vite, donc du coup, là, il y avait vraiment une difficulté pour elle de s'adapter par rapport à ce flux d'informations là. Et après, donc, il y a ceux qui changent littéralement de comportement. Un chat, par exemple, qui va se mettre à fuir littéralement la maison et fuir ses propriétaires, ou devenir hyper agressif suite à l'arrivée d'un congénère. Donc là, en fait, oui, les animaux, quand ils sont acculés face à des situations qu'ils maîtrisent plus, parce que c'est trop, parce que ça déborde, ça peut être la fuite, mais ça peut être aussi le combat. Voilà. Donc, je suis fréquemment appelée pour des propriétaires, pour des chats qui deviennent agressifs, par exemple, vis-à-vis de leurs propriétaires, par rapport à différentes choses, hein, différents éléments de vie. Ils ont
trouvé leur solution, mais qui est devenu le problème de l'humain. Voilà, là, il est évident que s'il n'y a pas d'éléments vétérinaires, des douleurs particulières, des pathologies, bah, il est évident que là, on est de l'ordre de la sphère émotionnelle. Alors, il est vraiment très important d'avoir à l'esprit que, comme je dis toujours, il n'y a pas une, mais il y a plein de solutions différentes. Mais il faut vraiment avoir une approche assez holistique, assez globale de l'animal. Je vais vous donner par exemple un cas d'un chat sur lequel j'étais amenée à travailler, un magnifique Maine Coon, qui était devenu agressif vis-à-vis de sa propriétaire. Et finalement, pour qu'on puisse mieux comprendre les choses, c'était lié à différentes raisons. Donc, donc sur les différentes raisons il y avait par exemple donc, le fait qu'il avait une intervention chirurgicale, donc qui était quand même costaude, qui s'était mis à devoir prendre en fait, par exemple, donc de la cortisone, d'accord? Donc ce qui l'énervait un petit peu. Il devait être isolé chez lui, il pouvait pas sortir parce qu'il était, voilà, il avait une belle cicatrice, donc il fallait que il pouvait plus sortir. En plus, il n'y avait plus, pas beaucoup de lumière, il était enfermé dans la maison. Donc euh, sa propriétaire aussi traversait une période de stress assez intense par rapport au travail. Donc, tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben le chat, il saturait et me disait, mais il miaule, je l'ai jamais vu comme ça. Et touf, comme s'il y avait un truc qui sautait dans sa tête. Et là, il s'approchait d'elle, il l'acculait contre un mur, il l'a mordu violemment, tout ça. Donc là, oui, ça déborde, on voit bien là. Donc, n'oublions jamais que il y a tout plein de choses qui font. Il y a la vie de l'animal, donc ce qui se passe dans sa tête, il y a son passé, mais il y a aussi, voilà, il y a tout plein d'éléments qui peuvent interférer. Et puis nous-mêmes, hein, notre propre colère, même si elle n'est pas dirigée au bien de nos animaux, peut venir alimenter la leur aussi. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et si je dois finir par le mot de la fin, vraiment, ce qui est très important, donc il ne faut pas voir tout ça avec de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de mettre les idées des humains dans la tête des animaux. Quand un chat se met à faire pipi partout, faut pas le gronder parce que il est déjà perturbé émotionnellement. S'il fait ça, c'est qu'il a des peurs, c'est qu'il va pas bien. Donc là, vous allez rajouter de la peur sur de la peur de oh, mais il va peut-être m'abandonner, et puis il va pas me garder, et puis il va se séparer de moi. J'ai peur de me faire gronder, donc ça va accentuer le phénomène. Euh, Pareil, un chien qui fait de l'anxiété de séparation, par exemple, il est en détresse, donc venir le gronder, ça sera encore pire. Pour lui, quand son propriétaire s'en va, quand il est seul, c'est qu'il va mourir dans sa tête. Hein. Instinct de survie, lié à tout plein de choses, notamment parfois des abandons, des séparations, notamment avec la maman. Donc voilà, c'est vraiment très important d'avoir ça en compte. D'abord, on se pose des questions. Ok, bah, il a changé de comportement. Ah oui, est-ce que ça peut être en lien avec un problème médical? Bon, bah, peut-être passer un coup de fil au cabinet vétérinaire pour poser quelques questions. Euh, un chat qui fait pipi dans la litière. Ah oui, mais ok, est-ce qu'on a fait des changements dans l'environnement? Est-ce qu'on a changé de substrat? Etc., etc. Donc, il faut vraiment se poser toutes ces questions. Voilà, c'est du multifactoriel. C'est tout ce que vous allez proposer à votre animal, que ce soit les soins vétérinaires, ostéopathiques, l'éducation canine, la bonne alimentation, l'accompagnement psychologique, tout ça. Et tout l'amour, le temps que vous lui réservez, la détente, c'est tout ça qui va faire que votre animal est bien dans ses pattes. Voilà, donc l'idée était de vous donner quelques indicateurs, quelques possibilités, quelques feux rouges, warning qui vous disaient attention, attention, peut-être que, ah oui, je pense qu'il faut vraiment que je me fasse aider. Voilà, eh bien je vous souhaite une très belle journée, surtout belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, voilà, pour que ça puisse continuer à exister, à perdurer. Et ceci est avec un immense plaisir. À très bientôt!